N'écrivez pas de fiction. L'écrivain ne connaît pas l'instant, il erre dans le flou de ce qu'il va vivre, d'où il croit aller, ou de par où il pense qu'il se doit de passer. Qu'il délaisse plutôt son fauteuil de bureau, son sofa en face d'un écran à peu près aussi plat que la qualité des émotions ordinaires qu'il diffuse, c'est le jour des monstres, des encombrants, alors que les ceux de bonne volonté descendent leur fauteuil dans la rue, là où Léo Ferré voulait la musique, somme toute. Il y a mieux à faire que de tapoter sur un clavier ou de se taper passivement des images à longueur de vie. Réapprenons à vivre l'instant. Arpentons le présent sans projection mentale d'où nous aimerions être, projection qui nous masque là où nous nous trouvons. Cadenassons nos claviers. Si l'écriture est tentatrice, c'est que nous sommes des créatifs qu'en 2000 quelque chose, le réel ne satisfait qu'en partie. Nous avons cependant scellé le mauvais cheval. Il faut se préparer à passer à l'acte, il y a mieux à faire qu'écrire. À commencer par accepter l'idée, égoïste en apparence, de revenir aux fondamentaux, à ce conseil de Voltaire, cultiver son jardin. Alors, au boulot, les premiers temps, le défrichage va demander de l'énergie. Mais avant que je ne développe tout ça, je voudrais répondre à une question qu'on me pose. C'est quoi ces vidéos? J'ai un jour cédé à la proposition de mise en place d'un site consacré à mon travail, aussitôt modestement appelé troussel.net, et sur ce site, on trouvera une rubrique conseils d'écriture, sans S, parce que je n'en ai qu'un. Je précise au passage que je me demande bien de quel droit ma génération pourrait jamais donner des conseils à qui que ce soit. Elle a tout foiré, ma génération. Politique, climat, société, religion. Mais passons. Donc sur ce site, cet unique conseil est, en 2000 quelque chose, n'écrivez surtout pas de fiction. Et ceci en est le tome 2, ou la deuxième itération du dit conseil, avec pour titre « N'écrivez pas, vous avez mieux à faire ». Bon, je commence en précisant le cadre de cette « il y a mieux à faire » par une sorte de définition sous forme de métaphore filée. Pourquoi écrit-on? À l'origine, imaginons une personne amoureuse de quelqu'un d'autre et qui aurait écrit une lettre. Notons que là déjà, c'est plutôt louche, pas très naturel. Le procédé est, disons, alambiqué. Imaginons ensuite que le ou la destinataire n'a rien répondu à cette lettre. Déçu, l'émetteur a alors ressenti le besoin de parler de son malheur, de le ressasser, et pour n'en rien perdre, il a fixé par écrit les méandres de ses sentiments, de son ressentiment, et c'était long. Alors, comme il lui fallait des moyens mnémotechniques pour n'en pas perdre une miette de ses conneries, il a fait en sorte que les dernières syllabes de chaque ligne se répètent. Il en est résulté une forme de poésie, et, à la manière des cornichons qui vont bien avec le poulet froid, ces machins, rythmés par son peu de mémoire, ont bientôt été conservés dans de la musique. Ainsi naquirent, il y a très longtemps, les plateformes de téléchargement. On s'aperçoit au cours de ces vidéos que je parle mal de l'écrit, mais c'est que je lui en veux. Il me semble qu'à la manière des valeurs professées par les Lumières du XVIIIe siècle, en 2000 quelque chose, le livre se soit quelque peu laissé dépasser, et ce n'est pas juste. D'où peut-être mon désamour face à l'idée d'éventuels nouveaux livres, ou ma certitude qu'il est à peu près aussi stupide d'écrire en 2000 quelque chose que ça l'était d'investir dans la production de diligences en 1900, c'est-à-dire à l'époque du train à vapeur. Mais revenons à notre barde, amoureux transi et exhibitionniste. Au départ, il diffusait mal l'histoire de ses amours froidement douchés. Seuls quelques copains les écoutaient. Mais comme quelques-uns manifestaient de l'intérêt, alors il s'est mis à calculer ses effets. Et il a même appris à raconter le truc en théorisant les points qui valaient à ses jérémiades un regain d'attention. Le gars s'était pris une veste par la voisine ou par la vie, alors il éprouvait le besoin de séduire les ceux à qui il racontait le machin. Voilà à peu près comment Shakespeare est né. Et pour les éconduits que les histoires de rythme et de rime déconcertaient, ceux dans mon genre, ou les ceux médiculeux précis, il restait la possibilité de détailler le bazar heure par heure en 50 chapitres. Les sorciers orphelins britanniques étaient nés. On conseille, arrêtez toutes ces fadaises, oubliez les lettres et allez lui parler de vive voix à votre voisine. Vivez l'histoire. Elle ne veut pas de vous? Un peu de honte est vite passé, devenez au moins son ami. Je n'y suis pas. Vous pensez que c'est différent parce que vous écrivez sur le judo, sur les échecs, sur la relativité restreinte. Ah bon? C'est un peu la même chose, non? Quel est ce besoin de partager? En plus, s'il était 100% sain, ce besoin, ce serait respectable.
Mais dans la mesure où par définition vous inscrirez votre nom sur la première page, le truc n'en devient-il pas un peu louche? Homère? Homère, oui, on ne sait pas qui c'est. Mais depuis Homère, tout scribouillard a droit à une biographie et à une plaque à l'entrée de son immeuble, que je sache. C'est ainsi que Wikipédia est né. Un observateur de bon sens, un Inuit canadien par exemple, vous dirait que ce n'est pas très sain de s'enfermer pour jouer à aligner des mots quand le temps est beau. Remarquez, écrire dehors ce n'est pas mieux. Et là, prenons un exemple. Ami de la métaphore, tu remarques que je te gâte. Un soldat sur le front en Ukraine qui tire sur d'autres soldats alors qu'il était végétarien 2 mois plus tôt. Un soldat, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, et qui se dirait un matin: tiens, si je prenais des notes, moi? Si je racontais mes impressions au cœur de la boucherie héroïque? Mauvaise idée, et déjà d'être là où il se trouve. Parce que de nos jours, reporter de guerre, ce n'est plus viable. D'abord parce que soldat, qui va croire que vous avez vu ce que vous avez vu à l'heure des opérations sous faux drapeau, à l'heure de la propagande à tous les étages, et surtout après Blaise Sandrard qui a menti une page sur deux? On notera de surcroît que, sur le sujet, Remarqué, Kessel, Boulle, Céline ou Dorgelès ont noirci des pages avec un talent que vous n'avez peut-être pas, soldat. Des pages inoubliables que tout le monde a oubliées. Sinon, il n'y aurait plus de fabricants de canons depuis des décennies. CQFD n'écrivez pas, soldats, d'autres l'ont fait avant vous. De plus, des gens soucieux de moins polluer préfèrent faire réparer leur voiture. Ils s'intéressent à l'occasion et la planète évite ainsi la production d'un véhicule neuf. Soldats, faites pareil. Pensez à votre lecteur potentiel qui pourrait aller un jour en bibliothèque relire Éric Maria Remarqué et épargner au libraire une référence de plus dans ses futurs renvois au pilon. En outre, soldats, en 2000 quelque chose, il ne se trouvera peut-être personne pour vous lire parce que vos impressions de militaires graphomanes ne trouveront pas d'éditeur. Un clou chasse l'autre dans notre actualité d'actualité au trot, où rien n'est aussi intéressant que la prochaine guerre qui démarrera, la suivante violation des droits collectifs que quelques exaltés efficaces, il en reste quelques-uns, noteront ici ou là, ou le prochain chien écrasé s'il appartient à quelques footballeurs en vogue. Sans parler que votre manuscrit de sang, soldat, se retrouverait en froide logique commerciale en concurrence avec les prochaines mémoires d'un troufion femme, si le lecteur escompté par l'éditeur est une lectrice. Celle d'un troufion athée, si le lecteur escompté par l'éditeur est athée. Celle d'un troufion roux, si le lecteur escompté par l'éditeur est roux, et j'en passe. Soldats, nous traversons une actualité de balkanisation des esprits, et elle ne laisse pas la moindre chance à la forme d'universalité la plus élémentaire. Parce que du sang versé, par vous, ou par une femme qui serait athée et rousse, c'est la même chose, non? Cette balkanisation de la pensée est voulue. Complotiste, enfin. Derniers arguments contre la rédaction de Nouvelles du Front, soldats, elles resteront à publier peut-être parce qu'elles racontent des choses désagréables à lire. Or, il se trouve que la pile de livres à l'entrée de la librairie, la concurrence à votre brûlot, lequel brûlot en d'autres temps aurait fait réagir. Victor Hugo écrivait un feuilleton, l'opinion s'en emparait, ça grondait et on votait une loi le mois suivant. Mais en 2000 quelque chose, la concurrence, ce sont des mémoires d'animateurs télé, mais secrets sur les Starkist Drogues. Bientôt éclipsés par celle d'un ministre, mon quotidien avec un bracelet électronique, quel courage. Bref, soldats, vous écririez du Tolstoï ou du Solzhenitsyn, votre manuscrit ne trouverait peut-être pas forcément preneur. Il faut que l'histoire digère l'actualité pour que les talents puissent significativement se pencher sur nos errances, c'est-à-dire atteindre le public avec une chance de faire évoluer les mentalités. Et malheureusement, l'histoire de l'Occident, donc celle du monde, traverse une période de troubles, disons, gastriques. En conclusion, soldats, soldates d'un camp ou de l'autre, sur le front en Ukraine ou sur le front ailleurs, il n'y a rien de mieux à faire que de sauver sa peau, de se faire la belle ailleurs que dans des mots, de courir embrasser son ou sa partenaire si toutefois vous êtes en couple, parce que le premier jour vous n'avez pas écrit une lettre, vous avez eu le courage d'aller parler. Pourquoi? Eh bien parce que si ma thèse en 8 tomes est qu'il n'existe pas d'idées pour lesquelles en 2000 quelque chose il est utile, il est heureux, il est juste de rester enfermé ces nuits devant un écran, il en existe encore moins qu'il vaille qu'on y laisse sa peau. Le patriotisme, laissez-moi rien. Amis soldats, il y a mieux à faire, et demandons-nous ce que devrait, ce que pourrait être 24 heures de la vie d'un homme heureux, d'une personne épanouie loin de tout clavier rétro-éclairier. Voici quelques pistes. Lever bien avant le soleil, commencer le jour en lisant. Lire à en perdre la raison, lire à n'en savoir que dire, lire dans le bain avant
sortir, battre le pavé, ce mot. Sourire de bonheur en se repassant à voix haute tout seul quelques phrases de texte illustres. Une amie me confiait il y a quelques jours qu'elle relisait la larme à l'œil une poésie de sa jeunesse, de Rudyard Kipling, et elle ajoutait, perfide, qu'elle donnerait l'ensemble de tous les textes des charts américains depuis Bob Dylan contre ce seul texte. C'est là une amie sévère, de celle que je préfère, mais il est vrai que le poème donne à réfléchir. J'en cite un extrait. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu sais être bon, si tu sais être sage sans être moral ni pédant, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, alors tu seras un homme, mon fils. C'est beau, non? Ensuite, donc après la lecture, dans ces 24 heures de la vie d'un homme heureux, l'esprit lesté par ces moments, pensez un peu à de l'exercice physique. Prenez ensuite un verre d'eau ou ce que vous voulez, et puis élancez-vous, sortez. Partez marcher sans but, partez déambuler des heures durant la tête vide et l'œil aux aguets. Une rue au hasard, une autre, levez la tête, un balcon à la ferronnerie étonnante ici, regarde à droite, une porte magnifique là, une devanture éclairée, une ligne d'auto, un gosse qui se rebelle, un oiseau qui attend un autre oiseau, tout ça des heures. Il est midi soudain. Déjà? Mais nous sommes un jour idéal, alors vous ne travaillez pas. Vous avez compris qu'on devait aménager son temps libre comme son intérieur, avec des plages horaires comme de vastes volumes vides loin de toute surcharge, dégagés afin de prendre le temps de se consacrer à ce que l'on fait. Donc si vous rentrez manger à midi, parce que vous avez l'habitude de rentrer manger à midi, vous passerez au marché d'abord, avec l'intention de vous consacrer pleinement ensuite à la confection d'un plat compliqué. C'est quoi un plat compliqué? Un plat cher? Non. Faites un truc à base d'œufs, par exemple. C'est pas cher, les œufs. Devenez en plusieurs semaines le spécialiste absolu d'un plat que vous aimez. Faites de sa recette comme un des beaux-arts. Lisez à son sujet 1001 conseils sur la toile, battez en neige, mettez 10 minutes au congélateur, essayez tout ce qui existe. Transformez un geste banal et simple en un cérémonial gratifiant. Progresser vous demandera un peu de temps, mais un jour vous excellerez. Vous le devez, comme disait une publicité autrefois. Avançons. Nous sommes 2 heures plus tard et le corps lesté, vous ressortez de chez vous parce que vous êtes en cure, vous combattez l'immobilité et vous vous devez d'être en mouvement, de parcourir l'actualité, la ville, le monde. Un parc, une zone industrielle, une zone pavillonnaire, une forêt. On n'échappe nulle part à la trace de l'activité humaine. Alors il y a partout à lire, à comprendre, à réfléchir. Avancez dans les paysages, progressez-y en étant curieux de tout. Vadrouillez les yeux grands ouverts, devenez arpenteur curieux des rues, des chemins, des sentes. Vous saurez bientôt lire dans la ville ce que vous aimez, et les visages croisés, en plus de vous distraire de vous-même, vous permettront d'apprendre un jour à anticiper les difficultés qui attendent les ceux, aux mains retroussées, vous, qui rebâtirez ce cadre souvent merveilleux que les générations passées ont bâti à nos actuels laissés aller coupables, aux taggeurs. Vous êtes fatigué. Asseyez-vous un peu et écoutez les gens, écoutez la pluie. Ne repartez pas tout de suite. Rappelez-vous, vous êtes dans une phase préactive dans laquelle vous devez aussi apprendre à ne rien faire. Un autre des beaux-arts, ça. Donc regardez autour de vous, questionnez ce qui se trouve là et ne pensez à aucun projet. Ils viendront à vous, les projets, en temps et en heure. Pour le moment, vous apprenez l'instant. Vous travaillez à vous vider de vous-même. Bientôt le soir tombe. Ça fait plusieurs heures que vous marchez. Eh bien, rentrez. Ce soir, vous voyez des amis. Vous ne resterez pas seul. Vous avez des amis qui rient. Les autres, vous les fuyez car il faut rire. Une journée joyeuse ne se conçoit pas sans instant de rire. Vous allez passer la soirée à écouter des amis parler entre eux, rire entre eux, se disputer, pourquoi pas, puisque les confrontations d'idées solidifient les idées. Et au milieu d'instants pareils, qui songerait encore à écrire? Il y a mieux à faire qu'écrire. Rentrez quelques heures plus tard, passez l'avant-sommeil à échanger avec l'être aimé, qui bassine un peu parfois, mais c'est attendrissant. Et vous lui répondez même si vous n'avez rien à dire, juste pour repousser à deux le moment de s'endormir. La reconnaissance, la vraie, elle est là. Elle se trouve en face de vous, près de vous. Et le malaise de soi jusqu'à vouloir être lu, il est oublié, non? Des difficultés à vivre l'instant? Repassez-vous demain en forêt ce moment.
mais sans mots pour le décrire ou le qualifier. Un jour, peut-être une armée se lèvera pour faire bouger les lignes, mais si ce n'est pas le cas, vous aurez au moins vécu de tels instants. Il n'y a pas pire qu'une vie d'attente sans vie. Relisez Le désert des Tartares de Buzzati, un petit chef-d'œuvre avec une fin qui devrait vous occuper l'esprit si, d'aventure, en forêt, vous tardiez à avoir le talent de savoir vivre l'instant. La forêt et les mots à propos. Autrefois, la forêt était importante et les gens connaissaient des dizaines d'essences forestières. Aujourd'hui, qui fait la différence entre un orme et un platane? En fait, ce n'est plus utile. On a les mots de sa réalité. J'ai lu que les Inuits disposaient d'une trentaine de termes pour désigner la neige. Nous, non, pas besoin. Le langage et les idées se tiennent la main et malheureusement des mots, les gens en disposent de moins en moins. Les scénarios hollywoodiens n'en compteraient plus que quelques poignées afin de ratisser en clientèle, allant jusqu'aux débiles les plus ensablés, histoire de faire gagner aux actionnaires des studios un max de dividendes. Or, quand on n'a plus de mots pour nuancer un propos, un sentiment, on n'éprouve plus ce sentiment. Il disparaît. Et concernant les émotions, il paraît aussi que les acteurs, les actrices américaines, parfois botoxées, refusent contractuellement de développer à l'écran des émotions trop fortes qui pourraient nuire à leur image. Un lexique sert à évoluer dans un milieu donné, et sans sentiment, sans nuance, sans mots pour s'expliquer les choses, on évolue dans un monde de brutes qui ne lira plus, qui vivra dans le stimuli, dans l'apparence des choses, dans le football et les vidéos de 11 secondes. La culture se meurt. Musée du tracteur, 200 000 pages sur Internet. Musée Nicolas de Staël, 200 000 pages sur Internet. Tout ça c'est pareil, ou ça le devient petit à petit. Musée de la moto américaine, 2 millions de pages sur Internet, par contre. Conclusion de tout ça, il y a plus urgent à faire qu'écrire, et en cas de trouble persistant, ça se soigne. Traitement de choc, on l'a vu, ouvrez les yeux sur le monde qui vous entoure et apprenez à vivre heureux. Vous avez essayé et vous n'y arrivez pas. Je vous rédige une dernière ordonnance, mal écrite, mais c'est une tradition. Et par déontologie, je vous avoue qu'à écouter mes machins, vous êtes dans la situation d'un malade qui consulterait un psy 2 fois la semaine, mais sans se douter que le dit psy consulte lui 5 fois la semaine. Donc voici ma prescription pour faire baisser la fièvre scribouillarde. Je vous veux debout et active le plus tôt possible, Madame Michu. Alors voilà, mettez des sous de côté, vendez votre saleté de voiture électrique et partez sans bobonne voir le Taj Mahal. Moi j'ai essayé, sauf que j'ai écrit des guides de voyage. Mais vous partez en cure sans carnet, sans attache. Ne faites pas comme ces pauvres gens qui, incapables d'analyser leur impression face à la nouveauté, s'exclament rassurés après une bouchée de durian. Ah, ça a le goût de la banane en fait. Et ça les rassure. Il n'y a rien de moins solide que de se rassurer soi-même. Vous ne cherchez pas l'assurance, vous êtes parti pour ouvrir vos sens et ce sera un full-time job. Donc pas le temps de prendre des notes, vous détestez ces gens égarés au Louvre qui prennent des photos et ne regardent en réalité rien du tout. Au fond d'elle, Madame Michu se dit en ce moment qu'elle s'en fout du Taj Mahal. Qu'à cela ne tienne, qu'elle y aille quand même, parce que c'est une grande victoire sur soi de trouver une forme d'accomplissement dans la réalisation de ce que l'on dédaigne. Donc Taj Mahal obligatoire. Et vous ne pourrez même pas briller au bureau. Les collègues, ils ne savent même pas ce que c'est le Taj Mahal. Vous allez me dire maintenant que si ça a un peu marché pour moi, je ne suis pas un exemple. Et c'est vrai que mon expérience est une lanterne qui sert à éclairer le chemin déjà parcouru selon Confucius. Mais je me souviens, comme Georges Perec, que plusieurs fois, à faire ce que je dédaigne en m'y employant à fond, en jouant le jeu, j'ai découvert des choses bouleversantes. Je vais vous détailler ça avec 2 exemples, et j'en termine. Un jour, je suis allé assister à une mise à mort, un acte de cruauté si on y réfléchit bien, totalement gratuit, un spectacle de corrida. J'y suis allé une fois et une seule fois, comme je suis allé une fois et une seule fois chez McDonald's. Un autre jour, je suis allé au stade Maracana à Rio voir un match de foot. Je déteste le foot. Mais ainsi, hors de ma zone de confort, j'ai observé 1001 choses dont certaines me sont restées jusqu'à aujourd'hui, parce que de façon inopinée, elles m'expliquaient le monde. Je vais détailler ces 2 exemples d'activités entamées sans appétit. À la corrida, j'ai compris pour quelles raisons, surtout, j'étais et je reste aujourd'hui opposé au spectacle de corrida. Curieusement, c'est pour un motif qui a moins à voir avec une réflexion raisonnable, intellectuelle, qu'avec des problèmes psychologiques personnels. En fait, c'est parce que le combat est totalement déloyal. Ce que je trouve surtout choquant,
c'est que ce n'est pas juste. Dans l'art de la tauromachie, la barbarie s'acoquine en fait à la lâcheté. Le taureau n'a aucune chance, puisqu'avant le show on le blesse, on l'handicape, on l'affaiblit de la plus cruelle des façons. Il se trouve que moi, depuis tout gosse, l'injustice me fait mal. En un mot commençant, 100 000 caractères, parfois faire ce que l'on dédaigne vous révèle des pans entiers et vous ouvre des trappes secrètes sur votre propre mode de fonctionnement. Cela vous permet d'affiner votre regard sur le monde. Cela permet d'être heureux loin de l'écriture? Oui, sans doute. Parce que vous devenez plus sage, vous comprenez votre regard sur l'actualité, vous devenez lucide. Je passe à mon second exemple. Au Maracana, j'ai compris un truc auquel je ne me serais jamais attendu et qui a peu à voir avec le moment que je traversais, c'est-à-dire Rio, mon ami du moment, la liesse populaire, la chaleur, les cris, les rires, le sport. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi là-bas l'espace de demi-temps à la psychologie des foules et à la facilité avec laquelle Goebbels, avant-guerre, avait popularisé en Allemagne un des pires systèmes politiques de tous les temps. J'avais devant moi une sorte d'exemplification de l'histoire de l'Allemagne des années 30. Dites-vous que lorsque la Hola, cette vague de spectateurs qui se lèvent en même temps, est arrivée à mon niveau, je me suis levé en bon petit soldat, alors que je m'étais auparavant juré que je n'étais là qu'en spectateur du spectacle. Je me suis levé, oui. Je me suis levé parce que j'avais eu peur. Au même moment qu'on se figure que le sol des gradins sous mon siège tremblait, et qu'un grondement inattendu arrivait sur moi en même temps que la vague des clameurs, mon cœur à l'unisson de milliers d'autres, de ceux de mes semblables, qui hurlaient la frustration de leur semaine de travail. On s'en fout de la raison pour laquelle je me suis levé au moment voulu. Je me suis levé, et c'est ce qui aurait compté si des caméras de propagande avaient été là. Bref, si j'ajoute que je suis agoraphobe, vous aurez une idée de la violence que je me suis imposée ces 2 fois, et avouez qu'il y a mieux à faire que se tasser dans un fauteuil pour écrire, non? Certes, je déroge à mon propre conseil en ce moment, mais ce n'est pas une raison. Apprenez-vous à vivre vraiment, à vivre autrement. Apprenez à essayer. Essayez tout. Soyez curieux, bougez. Levez-vous. C'est la seule façon de comprendre à votre manière le monde qui nous entoure. Ne croyez plus les voix qui racontent le monde. N'en devenez surtout pas une supplémentaire. Sauvez-vous. Absentez-vous et observez. Il n'y a plus que ça de vrai. Ne cherchez pas à raconter quoi que ce soit ensuite. Ne faites pas comme moi, qui joue les hommes sans tête à déblatérer par tranche de 20 minutes parce qu'il ne sait pas bien faire autre chose.